Hello to you. Bienvenue, non pas dans le 16e épisode de La Cloche, qui reviendra, on l'espère, très rapidement, mais dans le premier FAQ de La Cloche. Et oui, on se transforme en véritable youtubeur, avec évidemment Ali de Catch Club et Christophe de Ajus, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Bonjour Et à ouais. tous et bienvenue à la cloche ou la clochette. Certains ont appelé ça la clochette du coup sur Ah, Twitter. la cloche, c'est pas C'est la mal. cloche, c'est pas mal. Donc les épisodes spéciaux seront des petites clochettes. Comme l'a dit Christophe, on pouvait pas vous laisser sans nous pendant 2 semaines. On sait que voilà, tout le monde est chez soi, il faut s'occuper, hein. Donc on va parler catch pendant 1 heure. Et comme vous le savez, on va répondre aux questions des fans. Là, c'est que les questions des abonnés qu'on a sélectionnées sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Il y a des gens qui m'ont contacté par Minitel au 3615 code Ajus. Je veux dire, on a reçu vraiment plein de questions. Donc on va se lancer, on va essayer de rester ensemble 1 heure. Bien entendu, Christophe, d'abord, dis-nous comment ça va et comment se passent ces premiers jours de confinement. Eh bien, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi, mon cher Ali, tu vas bien. J'espère que vous aussi, évidemment, que vous allez bien et que vos proches sont en bonne santé et entre guillemets en sécurité, même si on n'est pas vraiment en sécurité. Bon, bref, écoute, ces premiers jours de confinement, c'est passé un peu vite dans la mesure où je suis quand même certainement, peut-être pour la dernière fois, mais je suis pas encore sûr, aller à Paris cette semaine pour commenter Raw du côté des studios du groupe Media One, pendant que Philippe, certains l'ont peut-être entendu, était chez lui. Et à partir de SmackDown, donc demain, puisque nous sommes là, on est jeudi, mais normalement la vidéo devrait sortir vendredi, hein, si Ali a le temps. Hein, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de toute façon. Jamais, Euh, jamais. on devrait être tous les deux de chez nous pour SmackDown. Donc, D'accord. évidemment, la qualité du son ne sera peut-être pas optimale, mais enfin, bon, à la guerre comme à la guerre, hein, comme dirait Monsieur le Président. Donc voilà. Et petite précision aussi, cette semaine, je ne serai pas sur la chaîne L'équipe, puisque venant du Grand Est, la chaîne L'équipe a préféré ne pas m'accueillir dans ses locaux. Donc, vous serez en compagnie de Florian Gazan et Nadir Mohamedi, qui évidemment vont assurer parfaitement. Bien entendu, bien entendu. Bon, les gens du Grand Est ne sont plus le bienvenu, donc apparemment, ça Ouais, comprend. et ouais, c'est ce que je disais à un ami, voilà, bon, ça y est, c'est désormais la discrimination régionale. Très bien. Mais bon, Et après, évidemment, ça me rend triste de ne pas pouvoir assurer alors que j'étais en plus à Paris et que je voulais le faire, mais je comprends parfaitement la décision. On est dans une période tellement bizarre et étrange que tout le monde essaye de faire au mieux. Et évidemment, je comprends parfaitement que la chaîne L'équipe voulait protéger ses équipes, justement, et puis ne pas prendre de risques inconsidérés, dans la mesure où, si je me déplace à Paris, c'est vrai que je risque de croiser plus de monde que quelqu'un qui vit à Paris, qui prend sa voiture ou un taxi ou un Uber pour se rendre au studio. Donc voilà. bien entendu. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, Non, donc bah oui. justement, mais c'était pour dire que justement, on s'excuse aussi pour la qualité de cette vidéo, mais justement, je pense que les fans comprennent. Le but, c'est de tout de même pouvoir assurer. Malheureusement, c'est pas la même qualité que d'habitude, mais voilà, j'espère que Oui. vous nous excusez. Vous comprenez que la situation actuelle est particulière. Donc justement, par rapport à cette situation particulière, tu viens de commenter les 2 premiers shows à huis clos de Eh l'histoire de la WWE. oui, tout à fait. Déjà SmackDown samedi dernier, et puis maintenant Raw ce mercredi. Franchement, c'est vrai que c'est bizarre. Je comprends les fans qui sont un petit peu rebutés par le concept. Après, moi, j'avoue qu'en tant que commentateur, je le vis certainement différemment des gens qui le regardent simplement pour le regarder. Moi, j'ai tout de même mon travail en tête, j'ai tout de même l'envie de déconner, même un peu plus que d'habitude, soyons honnêtes, parce que voilà, Mhm. la période fait que on a quand même envie de vous mettre un petit peu de soleil dans vos cœurs. Donc, moi, je le vis pas trop mal, et en plus, c'est pour moi totalement égoïstement, il y a le bonheur de pouvoir commenter l'Elimination Chamber par équipe, le Royal Rumble, enfin voilà des choses qui nous manquaient. Donc ça, c'est vrai que c'est du plaisir. Mais j'avoue que c'est totalement égoïste, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont cool dans ces moments qui ne le sont pas.
Ah, mais j'ai vu énormément de fans sur internet qui étaient ravis de voir que vous alliez commenter le Royal Rumble match masculin. Bah oui, les gens sont gentils, hein, comme quoi, hein, c'est impressionnant, mais voilà. Bah, sachez que nous aussi, on était vraiment ravis, même si malheureusement on n'a pas pu l'avoir en entier puisqu'on a un montage de Raw d'1 heure et demie et qui nous ont coupé le Royal Rumble. Je crois qu'aux États-Unis, il est passé en entier. Nous, Oui, ils nous ont coupé quelques parties, mais voilà, on a quand même eu évidemment le début de la domination de Brock, l'arrivée de Drew, l'élimination de Brock Lesnar, le retour d'Edge et puis le Final Four à la fin. Donc enfin voilà, c'était plaisant à faire et ça, évidemment, ça me donne envie d'en faire plus. et donc justement par rapport à la situation particulière actuellement, beaucoup de fans débattent par rapport au choix de la WWE. Pardon. Moi personnellement, ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma vidéo en fait, et j'imagine que tu seras plus ou moins de mon avis, c'est qu'en Non, soi d'accord, merde. C'est qu'en soi, la WWE n'avait pas de bonne solution. On est d'accord. Par ah rapport à bah, par rapport à WrestleMania. oui, non, mais il n'y a pas de solution parfaite, c'est clair, c'est évident, mais c'est un petit peu comme là pour SmackDown où Philippe et moi on va commenter de chez nous, mais la qualité ne sera pas forcément optimale parce que voilà, tout le monde est pris de court. On le voit, que ce soit malheureusement dans nos hôpitaux ou chez nos dirigeants ou autres, c'est quelque chose qui nous tombe un petit peu sur la gueule, même si ça fait quelques mois que, évidemment, certaines personnes se préparent plus que d'autres. Mais nous, en tant que commentateurs de catch, on ne s'attendait pas, évidemment, à devoir commenter ça d'un endroit ou d'un autre. Et la WWE, je pense qu'elle n'imaginait pas devoir se confiner en quelque sorte dans le Performance Center. Donc, il n'y avait pas de solution parfaite et je pense que la WWE essaie de faire au mieux pour que le show continue, pour essayer effectivement d'apporter un petit peu de, comme je disais tout à l'heure, de soleil dans le cœur des gens, quoi. Et donc, est-ce que tu as vu cette grosse news qui est sortie hier soir par rapport à WrestleMania? Oui, bah oui, et bien sûr, non, bah, qui se tiendra sur 2 jours visiblement et dans plusieurs localisations. Alors c'est la traduction littérale, mais dans plusieurs endroits, tout simplement. Oui, 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 j'ai vu. Que penses-tu de ce choix, on va dire en général? Bah, c'est la même réponse en réalité que tout à l'heure, c'est qu'il y a pas de bonne solution et que la WWE essaye de faire au mieux. Et écoute, ben, au lieu que ça dure 8 heures à huis clos, ben, on pourra faire vivre 2 shows différents dans 2 endroits différents. Donc ça sera, ou peut-être plus que 2 endroits différents d'ailleurs, parce que c'est pas encore vérifié. Mais voilà, je pense que c'est 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus d'occasion de se réunir, mais sur les réseaux sociaux, en faisant pourquoi pas des téléconférences sur Skype et de mater le show ensemble. C'est peut-être ce qu'on fera avec Ishtou, avec Dim, peut-être avec toi, si tu n'es pas en direct sur ta chaîne. Mais voilà, ça peut être une double occasion de prendre du plaisir chacun chez soi. Et je vois tes yeux là, il n'y a aucune allusion aux moins de 18 ans. Tant qu'on peut prendre du plaisir chacun chez soi, alors ça va, ça va. Voilà. Mais oui, non, bah justement par rapport à ça, c'est fort probable que je me fasse un petit plaisir et que je commente les 2 soirées, de WrestleMania, en direct sur Catch Club. D'accord. Parce que ces 2 dernières années, justement, comme on était tout le temps sur place, j'ai jamais pu couvrir WrestleMania, en fait, depuis que j'ai ouvert la chaîne. Donc là, Oh là là. cette année, on va essayer de mettre un Ouais, bon dispositif en place avec les pronos, des lives. Bah oui, quand ouais. même. Donc écoute, on va passer aux questions des fans. J'ai Ah oui? sélectionné une quinzaine de questions. Alors on va tout de suite être d'accord, il n'y a aucun rapport entre les questions. On va passer d'un sujet à l'autre, Oui, tu mais pas envie de te saouler à faire un lien entre les trucs, hein. bah, le truc c'est que comme il fallait chercher sur différentes Oui, non, plateformes c'est en même vrai temps, qu'en Twitter, Instagram, d'ailleurs YouTube, moi je découvre qu'on peut envoyer des messages sur YouTube. Ma boîte mail sur laquelle je reçois les questions, parce que Ali fait tout, mais je reçois quand même les questions et les commentaires sur ma boîte mail ou parfois dans les spams, mais bon, elle a été envahie, quoi. bah, Envahie. Je veux dire, j'ai des là, mails du boulot qui sont arrivés, j'ai dû les rechercher. Ah non, c'était impressionnant, quoi. en toute honnêteté, avec les différentes plateformes, on a reçu environ 500 questions depuis hier. Donc voilà, j'ai dû en sélectionner une quinzaine. Mais bien entendu, sachez que justement, je veux dire, si la situation reste comme elle est, c'est possible Ouais. qu'on fasse plusieurs clochettes. Les clochettes. Oui, bien sûr, et peut-être un rythme plus soutenu, évidemment, sans altérer le rythme de Catch Club, parce qu'évidemment, c'est ta priorité. Mais
si on peut, on essaiera de peut-être d'en faire plus que un par semaine, quoi. Pourquoi pas? Donc justement, d'abord, Ah ouais. juste pour Pourquoi pas? Ce pourquoi pas, c'est, tu dû me prévenir hors antenne parce que là, d'accord. J'ai bien compris, j'ai compris. faut que j'y réfléchisse. Mais on va commencer justement. Bon, tu viens de le préciser, mais juste pour rassurer les fans. Du coup, pour le moment, avec Philippe, vous commenterez toujours Raw et SmackDown malgré le confinement. Oui, oui, parce que, les équipes, de Media One ont bossé dur. Alors encore une fois, évidemment la qualité audio, est loin d'être parfaite, mais les équipes de Media One, tout le début de semaine là, ont fait leur possible pour que ce soit possible justement. Et voilà, on va commencer avec ce SmackDown samedi, où on sera vraiment, ben, moi chez moi et Philippe chez lui. Et si tout roule, ben, on va continuer à faire. Parce que voilà, on ne veut pas prendre de risques inconsidérés en se déplaçant, que ce soit pour les proches de Philippe ou même pour ma famille ou autre. Donc, et pour les gens de Media One. Donc tout simplement, ouais, voilà, on va continuer à commenter tant que la technique nous le permettra. Très bien. Mais écoute, on va justement commencer avec une question qui concerne Philippe et toi. Il y a un fan qui nous a demandé d'où vient votre délire de par-dessus la troisième corde. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est créé en fait durant l'antenne ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu? Parce que par exemple, certains fans ont précisé qu'apparemment vous avez piqué ça à d'anciens commentateurs. Est-ce que c'est le cas ou pas? Mais tout à fait, mais on l'a pas vraiment piqué. Et puis, je dirais que c'est de l'adaptation. En fait, et je l'ai dit d'ailleurs, ça a été diffusé sur AB1, donc si vous aviez regardé les spéciales 20 ans d'AB1 juste avant le SmackDown, donc de la semaine de nos 20 ans, on avait fait une petite interview en amont qui a été diffusée avant SmackDown cette semaine-là. Et oui, moi, ça date en fait de l'époque de la WCW sur Canal+, avec Marc Blondin. Et j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, hein, on est potes, c'est pas du tout un secret. Lui, dans les émissions, c'était pas aussi fréquent que nous, mais il lui est arrivé quelquefois de crier par-dessus le troisième câble, mais il le faisait tout seul. Et, D'accord. je trouvais ça impressionnant. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, beaucoup de nos bêtises sont très inspirées de Marc Blondin, de Michel Le Tourneur, donc ce duo de la WCW sur Canal+, ou de Guy Auré et Édouard Carpentier, sans forcément copier, mais évidemment qu'on s'est inspiré de ce qu'avaient fait les gens avant nous, comme, ben voilà, comme les commentateurs Jim Ross et Jerry Lawler s'étaient beaucoup inspirés de Gorilla Monsoon et de Bobby the Brain Heenan. Et donc, ils criaient par-dessus le troisième câble. Et au début de notre duo avec Philippe, j'avais, ayant une connaissance du catch et des catchphrases et de ces choses voilà, qu'il faut répéter pour que ça rentre un petit peu dans l'esprit des gens et que ça devienne, bah, finalement un peu «culte» entre guillemets, j'avais dit à Philippe: «Ça serait pas mal qu'on trouve un truc, qu'on puisse faire tous les 2, une phrase qu'on sorte ensemble, et puis comme ça on pourrait la sortir pendant tous les matchs». Et c'est là que j'ai repensé à Marc Blondin qui criait parfois, par-dessus le troisième câble. Bah, il avait beaucoup d'autres catchphrases qu'il faisait beaucoup plus fréquemment, mais voilà. Et je m'étais dit: «Ben, tiens, et si nous, vu qu'on dit par-dessus la troisième corde, si on le faisait ensemble?» Et en fait, c'est de là que c'est parti. Et donc vous Mais l'avez on fait l'a voilà. ensemble? Pardon? Et donc vous l'avez fait ensemble? Oui, on l'a fait ensemble. Arrête avec ton petit sourire, un petit peu, salace là. Oui, on l'a fait ensemble, et Très bien. plusieurs fois, des milliers de fois, on l'a fait ensemble. Ah, bon, bah, très bien. Je suis content de voir que ça se passe aussi bien entre vous. On va préciser le nom des abonnés à chaque fois qu'ils posent des questions. Donc, cette question venait de Kiragacha, pour info. Et on enchaîne avec une question de Nathan Petersemil. Question perso, c'est quel âge Alors, as-tu? quel Donc, âge j'ai? oui, Bah, c'est simple. Alors là, pour l'instant, c'est des questions où normalement, vous devriez déjà avoir les réponses. Mais bon, j'ai 39 ans et je vais avoir 40 ans cette année. 40 ans cette année. Et une question que je crois que je ne t'avais pas encore posée dans la cloche. Est-ce que tu as déjà catché ou est-ce que tu t'es déjà entraîné à catcher? Non, non, Jamais. jamais, jamais, jamais. Évidemment, comme tout fan de catch, ou même toute personne un petit peu impliquée dans le business, ça m'est passé par, l'esprit. Mais, en réalité, je suis à la fois très fainéant et puis je suis pas du tout souple. Voilà, je suis pas très sportif. J'ai toujours eu des très mauvaises notes en sport à l'école. Moi, je me souviens de ma prof en cinquième en
en gym qui m'avait traité d'handicapé parce que je n'étais pas capable de faire une roulade. Alors, enfin, quand je dis traité d'handicapé, voilà, enfin, pour elle, c'était une insulte, hein. Après, je c'est pas du tout, une insulte dans mon esprit pour tous les gens qui, comme moi, ne sauraient pas faire une roulade ou qui souffrent d'un handicap quelconque, mais voilà. Donc, non, non, j'ai toujours été très conscient, en fait, de mes capacités physiques et puis j'ai toujours su que si j'avais une qualité, c'était plutôt, de savoir un peu parler et puis de savoir, rebondir, mais au niveau de la parole, pas forcément au niveau de mon corps. Donc justement, tu es devenu commentateur depuis 20 ans cette année. Il y a Raven Dreameril qui demande si tu devais donner un conseil à un jeune commentateur, lequel serait-il? Et bien de commenter le plus possible et de commencer, par, enfin s'il s'agit de catch, après, pour un autre sport ou un autre divertissement, c'est chacun, fait sa route. J'imagine que par exemple pour le e-sport, c'est différent, mais peut-être pas non plus. Mais en fait, de faire le plus de commentaires possible et si on en a l'occasion, avec un public. Parce que moi, personnellement, je l'avais déjà dit, dans La Cloche, ça vous donne l'occasion de revivre les premiers épisodes. Heu, c'est là vraiment que moi j'ai appris le métier. C'est en commentant devant le public parce que tu as une réponse directe à ce que tu dis et tu es obligé de te caler sur le rythme à la fois du match, mais du public et je pense que c'est aussi grâce à ça après, c'est pour ça que souvent dans La Cloche, je remercie, Booster de m'avoir donné l'occasion de commenter pour la ICWA. Parce que voilà, j'aurais sans doute pas tenu 20 ans et ça n'aurait sans doute pas aussi bien marché à la télévision si j'avais pas fait tous ces shows, en France. Que ce soit, des gros shows avec la ICWA ou parfois quand j'habitais à Paris, je faisais des petits shows pour une petite fédération où il y avait 20 personnes dans la salle. Mais c'est là Mmh. aussi où tu apprends le métier parce que quand il y a personne, tu te donnes presque 10 fois plus parce que, bah, il y a pas de réponse forte du public donc tu sens obligé d'aller les chercher, de trouver des nouvelles phrases, des nouvelles blagues, des nouvelles trucs pour essayer de susciter une réaction chez les gens, quoi. Donc voilà, Mais donc, pour oui. non, continue, continue, vas-y. Non, mais j'allais juste résumer mon propos, hein. Comme d'hab, je fais de longues D'accord. phrases pour ne pas dire grand-chose à la Philippe Chéreau, mais voilà, là, je pense que pour être commentateur de catch et s'améliorer, il faut commenter du catch. Et le mieux, c'est de le faire en public, je pense. Justement, par rapport à ça, c'est une question que j'avais pas notée, mais beaucoup de personnes l'avaient posée sur YouTube. C'est, toi, au final, quand tu es arrivé à 19 ans, donc sur RTL9, tu n'avais pas d'expérience. Non, mais j'avais bah, si, mais ridicule. C'est-à-dire que je commentais, je crois aussi que je l'ai dit dans la cloche, hein, mais je t'avoue, moi aussi, j'oublie ce que j'ai dit et ce qu'on a dit dans les épisodes, mais j'avais commenté avec mon pote Naniwa, en fait. On faisait des best-of, de matchs indie américains qu'on diffusait, grâce à un projecteur sur le mur de sa cave et ensuite on filmait le mur de sa cave avec une caméra et on avait branché un micro sur la caméra et donc comme ça on faisait, une cassette avec, un montage avec plusieurs matchs, mais totalement à l'arrache, hein. Je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui, les youtubeurs, de talent, comme ceux avec qui par exemple je partage la cloche, qui font des jolis montages et autres. Non, là, c'était vraiment à l'arrache totale. On diffusait un match, on coupait la caméra, on mettait l'autre match, on filmait de nouveau et on commentait tous les deux comme ça. Et on avait débuté, même sans la caméra, on débutait en mettant Nitro à la télé et on s'enregistrait sur une cassette audio. Pour le OK. plaisir, juste comme ça pour se marrer. Comme je l'avais dit dans la cloche, on avait fait ça aussi avec Ishtou, on avait fait un trio pour le Bachat de Beach 97 qu'on avait commenté dans le salon d'Ishtou, mais vraiment, voilà, juste pour une cassette audio, pour notre plaisir, en se disant, bah, on la réécoutera et je pense que depuis, malheureusement, on l'a perdu. Mais au final, ces petits enregistrements, du coup, t'ont aidé quand même? Bah oui, je pense parce que c'est le début du truc en quelque sorte et puis tu apprends à écouter la personne à côté de toi, à interagir avec ce qu'elle dit et comme l'a rappelé Ishtou quand, j'ai envoyé mon message pour les 20 ans, message d'amour à Philippe Chéreau, Ishtou, s'en souvient et moi aussi j'avoue, la veille de mon casting à Paris, j'étais allé chez lui et on s'était en quelque sorte, entraînés tous les 2. On avait mis un WWF Superstars à l'époque et puis, on s'était mis devant la télé, on avait coupé le son et on avait commenté. Alors évidemment, j'étais loin d'être, aussi à l'aise que je peux l'être aujourd'hui, mais, ça ouais, ça a permis d'avoir un peu de base peut-être. OK.
Donc bon, maintenant on va poser une question. On en avait déjà un petit peu parlé dans la cloche, mais il va falloir que tu cherches. Il va falloir que tu cherches quand même malgré tout, parce que je veux une réponse. Ben, Imaginons que là tu as 19 ans, 20 ans, et le catch, ça ne serait jamais arrivé. oh, purée. Il y a pas de carrière de commentateur. Il faut que tu trouves une autre carrière pour les 30 prochaines années de ta vie. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais choisi au final? Qu'est-ce qui t'attirait? Bah, c'est triste, mais rien en particulier. Mais je pense comme beaucoup de jeunes de 19 ans, de 20 ans, comme je l'ai dit déjà dans un épisode de La Cloche, moi j'étais parti après mon bac économique et social que j'ai eu au rattrapage du rattrapage. C'est-à-dire, non seulement je l'ai eu au rattrapage, mais je l'ai eu en octobre. Parce que la veille du bac, on a fait un dernier foot avec les potes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de tacler. Et la balle est restée coincée dans un trou. Moi, j'ai taclé sur la balle. La balle n'a pas bougé, mais mon pied a fait comme ça. Ah! Et j'ai voulu me relever, j'ai regardé ma jambe. Mon pied était comme ça, sauf que la jambe était droite. Oh là là! Des amis, dont Ishtou, qui était présent, bon, bah, appelez les pompiers, les gars, là c'est fini. Donc, ils ont appelé les pompiers, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a remis le pied en place, il a gonflé 3 fois de volume. Et on m'a informé que le lundi, pour la philo, c'était foutu parce que j'allais être opéré de la jambe. Donc, j'ai passé une semaine à l'hosto, donc j'ai loupé toutes les épreuves du bac. Et donc, ma maman a dû faire les papiers pour que je puisse le passer en octobre. Évidemment, vous imaginez bien, je n'étais jamais un très bon élève, mais voilà, j'avais des notes raisonnables et normalement, le bac, j'aurais dû l'avoir du premier coup, tranquillement. Mais après 3 mois à rien faire, entre guillemets, sans forcément réviser ou quoi aux caisses. J'étais parti d'ailleurs en vacances avec Ishtou et Uva en Ostend, où tous les deux on était blessés, ça je l'avais raconté. Uva qui s'était pété aussi la rotule, je crois, donc Ishtou qui jouait l'ambulancier en vacances près de Montpellier. Et ben, finalement, je me suis complètement foiré, notamment en maths, où j'étais pas si mauvais que ça, mais j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie. Pas à cette époque-là, mais depuis beaucoup. Mais à cette époque-là, le jour de l'épreuve de maths, donc en octobre, ma calculatrice, les piles étaient vides. Non. Donc si c'était passé en juin, parce que j'ai quand même un petit peu révisé, j'ai quand même utilisé la calculatrice pendant l'été et tout, ce serait passé en juin, nickel chrome. Mais en octobre, en plein milieu de l'épreuve de maths, ma calculatrice, pile vide, elle s'éteint. Bon, ok. Et ouais. Et t'as pas pu Donc, demander autour de toi? bac, tu demandes pas aux gens autour de toi, tu parles pas, c'est quand même un petit peu sérieux. Donc bon, et Pas puis faux. voilà. Après, j'ai pas non plus eu 3, hein, mais je me souviens plus de la note que j'ai eue. J'ai quand même eu la moyenne, mais j'aurais sans doute eu un petit peu plus si j'avais pu utiliser ma calculatrice. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc je savais pas particulièrement ce que j'allais faire. J'avais pris fac de sociaux, et puis finalement, bah, à la fac, j'étais comme aujourd'hui très immature pour mon âge. J'ai gagné un petit peu en maturité à presque 40 ans, mais je suis loin d'avoir la vraie maturité de quelqu'un qui est censé avoir 40 piges. Donc c'était pas trop mon truc et j'ai arrêté. Et donc voilà, j'avais rien. J'aurais peut-être repris des études. J'avoue que j'ai toujours été attiré par l'humour. J'ai toujours été fan d'humoristes. Quand j'étais plus jeune, c'était Coluche. Voilà, comme d'habitude, dès qu'on est en train de parler tous les deux, j'ai plus rien qui me vient à l'esprit. Mais bon, voilà, j'ai toujours été fan d'humour. Donc pourquoi pas me rêver, mais enfin, j'imagine que ça aurait été encore plus compliqué de percer là-dedans que de percer dans la petite niche du catch où on est beaucoup moins nombreux que de mecs en France qui se croient drôles. Donc j'en ai vraiment là, sincèrement, aucune idée. Et puis forcément, 20 ans après, j'aurais certainement cherché, entre guillemets, un travail alimentaire, pas quelque chose qui me plaît forcément, qui me passionne. Et puis j'aurais continué à m'investir dans le catch, mais de manière bénévole. Et voilà, j'aurais sans doute monté la ICW avec Booster de la même manière. Enfin, peut-être pas, puisqu'ils ne m'auraient pas contacté, j'aurais pas été commentateur à la télé. Enfin, mais voilà, j'aurais certainement fait mon possible pour m'investir là-dedans et vivre ma passion d'une manière différente, tout en ayant une vie un peu plus classique, quoi. Un travail qui permet de gagner sa vie sans forcément qui m'intéresse plus que ça. Un spectacle de stand-up donc prochainement à venir sur Paris peut-être? Non.
Non? Je suis prêt à produire les dates. Si jamais tu es open un jour, je suis. Tant d'argent à perdre que ça, toi. T'as un producteur derrière, hein, sache-le si jamais, hein. Et les fans, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous souhaitez voir un spectacle de Christophe Ajus. Je crois savoir que ça existait un jour, mais nous n'avons pas les archives. C'est tellement horrible que justement, je sais parfaitement que voilà. Et c'est pareil, ça demande un travail de ouf. C'est quelque chose. Je dis pas que j'y repenserai pas. Voilà, on en a vu d'autres hein, le faire et puis c'est pas forcément non plus la joie. Je me dis que bon, je pourrais peut-être pas faire mieux ni aussi bien, mais enfin voilà. Je pense par exemple à Koé ou Arthur. Tu peux pas faire pire. Bah, si, on peut toujours faire pire. Moi, je peux toujours faire pire. Mais Non, mais ça peut être une qualité hein, de faire pire. Pour ce genre de métier, c'est la pratique. Tu es obligé hmm. de pratiquer mais ça demande un courage énorme, énorme. Le catch, j'étais caché derrière un ring avec des catcheurs. Aller seul sur une scène, c'est quelque chose qui est terrifiant, vraiment. Ouais. Moi, je l'ai tenté quelques jours. J'avais d'abord un truc écrit, mais que j'avais pas forcément suffisamment travaillé. Ensuite, un peu plus de l'impro, où je suis pas si mauvais que ça, mais voilà, c'est pas non plus la fête. Mais il m'a fallu près d'un an à m'en remettre après, psychologiquement, de ça, quoi. Non, mais c'est une prise de. J'imagine même pas en fait quand tu arrives sur scène que les gens ne te connaissent pas encore, ce qui fait qu'ils Oui, ne sont pas habitués à ton humour et donc ils savent pas vraiment comment réagir. Je respecte beaucoup les personnes qui font ça parce que les premiers shows doivent être très compliqués. J'imagine c'est même pas. tout à fait. On continue un petit peu avec ta vie privée. Purée, arrêtez Alors, la vie privée, là. donc déjà la dernière question était de Euh, Jefferson Kinil pour info et donc maintenant c'est une Quoi, question. Idil, Jefferson? Non, C'est pas Kinil. ça. Kinil. Ah bon. Et maintenant, c'est une question de Flavien L. Gilles qui nous demande si tu as d'autres passions dans la vie à part le catch. Tu Bah, viens d'en pas citer vraiment. une qui est l'humour, du coup, quand même. Oui, oui, Déjà? alors, oui. Mais j'avoue qu'elle a quand même bien baissé, hein. Je suis beaucoup moins au fait des humoristes d'aujourd'hui, surtout du stand-up à la française. Moi, c'est vrai que j'ai adoré Seinfeld, mais à la fois la série et j'ai regardé tous ces spectacles. Et c'est vrai que c'est du. Voilà, Louis C.K., évidemment. Mais je connais moins bien, par exemple, Dave Chappelle, dont j'ai acheté les DVD en import du Dave Chappelle Show, donc à la télé, mais je connais moins bien ces spectacles en live. Mais après, c'est vrai que je continue le plus possible, mais quand même beaucoup moins qu'avant, où je m'en nourrissais vraiment toutes les semaines et plusieurs fois par semaine, quoi. Maintenant, voilà, c'est plus épisodique. Mais par exemple, voilà le dernier spectacle de Jérôme Commandeur enfin, que je trouve vraiment très bon et très efficace et très drôle. Ben, le cinéma, les séries, je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un intellectuel, hein, je suis commentateur de catch, donc j'ai pas forcément d'analyse par rapport aux films ou aux séries, mais je regarde énormément de séries, énormément de films. Et ça depuis toujours. Ça, j'ai toujours été. Je suis un enfant de la télé, hein, pour reciter Arthur une deuxième fois. Moi, j'ai passé énormément de mon temps devant la télévision et je continue à le faire. Bon, on repasse un petit peu à ta carrière et au catch de nouveau maintenant. On va commencer avec une question donc qui est un petit peu vague, mais c'est Flavien toujours qui nous demande quels sont tes prochains objectifs au niveau de ta carrière. Si tu en as, parce que tu avais déjà dit dans la cloche que tu n'es pas forcément quelqu'un qui fonctionne avec des objectifs. Non, parce que en toute honnêteté, ma vie m'a montré que vaut mieux pas que j'ai d'objectifs particuliers, parce qu'en général, quand j'en ai, ils finissent par ne pas se réaliser. Et j'ai cette chance ou peut-être, je sais pas, cette inconscience de me laisser un peu porter. Tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie, c'est arrivé par hasard, c'est arrivé sans que je fasse forcément de pas vers ou d'efforts vers cela. Après, évidemment, les efforts, ils viennent après pour confirmer ou travailler en ce sens. Mais donc non, non, j'ai pas particulièrement d'objectif, d'autant que voilà, dans le monde du catch, j'ai eu mes WrestleMania moments, j'ai eu des expériences assez incroyables. Et je suis pas particulièrement, enfin, je suis pas totalement blasé. Après, dans la vie, je suis un petit peu comme ça, mais je, voyons où le vent me mène, les opportunités, les discussions. La vie, c'est fait de rencontres, en fait.
j'ai pour objectif de continuer à rencontrer des gens, de continuer à faire le plus de trucs possible, à la fois autour du catch, mais en dehors. Voilà, j'ai pu participer à 2 films grâce au catch, j'ai pu jouer dans une série, faire des émissions à l'époque avec Monsieur Poulpe et Davy Mourier que j'embrasse. Et enfin, voilà, tout ça, ça m'est venu grâce au catch, mais c'était pas des objectifs. Et donc voilà. Donc j'ai pas d'objectif particulier. J'aimerais évidemment pouvoir continuer à exercer mon métier parce qu'il me plaît et parce que j'aime faire ça. Donc voilà. Oui, parce que j'ai vu des personnes qui, demandaient dans les commentaires également si tu commençais à penser à la retraite. Alors, j'ai répondu directement à ces personnes en disant: «Attendez, il a même pas encore 40 ans». Bah ouais, j'ai pas 40 piges. Après, je te cache pas que si j'étais blindé, si j'étais riche, pourquoi pas? Oui, je suis pas quelqu'un, enfin non, mais non, ça me manquerait trop. Vraiment, là, par exemple, le fait de pas faire l'équipe ce samedi, déjà là, ça me bouffe. Donc c'est non, pour l'instant, je pourrais pas, je pense pas. Mais voilà, et de toute façon, financièrement, je peux pas non plus, quoi. Il faut que je travaille malgré tout, ça a beau être ma passion et j'adore faire ça, mais évidemment, ça me permet de gagner ma vie et d'en vivre, quoi. Pour ceux qui se demandent, et toi aussi d'ailleurs, si jamais parfois j'ai la tête baissée, c'est juste que je sélectionne encore d'autres questions qui arrivent en même temps en Non, mais direct sur Instagram. et Pardon? j'espère. Non, je dis: «T'inquiète pas, je comprends» et puis, moi aussi, parfois je te regarde et je regarde la caméra donc on a l'impression peut-être que je louche ou quoi, mais voilà. Oui, c'est ça, ne croyez pas que nous ne nous occupons pas de la vidéo, c'est juste que je sélectionne les dernières questions qui sont arrivées en même temps en direct. Et donc on va continuer maintenant, on va te demander un petit peu des avis. Forcément, au bout d'un moment, les gens, veulent un petit peu savoir qui est ton préféré sur ci, qui est ton préféré sur ça, et cetera. Donc on va commencer sur une période que tu as bien connue, la l'Attitude Era. Il y a des gens qui voudraient savoir, pour toi, quelle a été en fait l'influence de la clique sur le catch actuel? L'influence de la clique sur le catch actuel, En fait, est-ce que d'après donc c'est Mohamed Adedil qui pose cette question et il demande si selon toi ça a été bénéfique ou nocif? Au final, le fait que des Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash et Razor Ramon prennent plus ou moins le contrôle de la WWE ou de la WCW à la fin des années 90. ah ouais, mais alors là, il faudrait qu'on reste 1 heure dessus parce que, ah bah ouais, non, mais sans vouloir faire mon connard de base, bah, c'est un peu des 2 évidemment. Je veux dire la WWE n'aurait sans doute pas été la même, sans Shawn Michaels et Triple H, la WCW non plus sans, Kevin Nash et Scott Hall. Après, on a rapidement vu les limites du côté de la WCW, du pouvoir un peu trop important qu'on peut donner à certaines superstars, à certains catcheurs, comme par exemple Kevin Nash, justement, mais aussi Hulk Hogan. Donc c'est compliqué, mais je pense que oui, ça a été bénéfique, puisque grâce au fait que Scott Hall et Kevin Nash soient partis à la WCW, ben, il y a eu l'explosion du catch aux États-Unis, puis après dans beaucoup de parties du monde, un peu moins en France, parce que ben, c'était pas diffusé de la même manière, mais voilà, c'est vraiment leur départ et le fait que la WCW ait réussi à jouer sur ce côté. Est-ce qu'ils sont encore sous contrat avec la WWE ou est-ce que tout ça est vrai, n'est pas vrai? Enfin, il y avait encore ce doute qui aujourd'hui serait beaucoup plus difficile à faire vivre. Et pareil, du côté de la WWE, si Shawn Michaels, si à un moment Vince McMahon n'avait pas dit à Shawn Michaels et Triple H, bon, allez, avec DX, là maintenant, je vous donne un petit peu carte blanche, faites ce que vous sentez être bon, ben, je pense que la WWE, même Steve Austin derrière, le Rock et tout ça, ça aurait pas été pareil non plus, même si bah, Stone Cold avait le talent en lui, et le Rock également, et Mick Foley, et l'Undertaker. Ils ont eu à la fois une bonne influence et à la fois, évidemment, pour beaucoup d'autres points, une très mauvaise influence, c'est clair. Mais voilà, je peux pas, en 2 minutes comme ça, pour essayer évidemment de répondre à plus de questions possibles, rentrer plus dans les détails, mais c'est un peu des deux. Justement par rapport à cette fin des années 90, si tu devais choisir un préféré, est-ce que tu étais plutôt DX ou plutôt NWO? Ah, eh ben, purée, là c'est un peu pareil, mais je dirais peut-être plutôt NWO, quand même. Le côté ouais, black and white, ouais.
Mais j'ai aussi adoré DX et j'étais aussi à fond derrière DX. Mais c'est vrai que la NWO, enfin, il y avait vraiment un côté particulier, quoi. Et enfin voilà, c'était l'un des premiers t-shirts que j'ai essayé de commander aux États-Unis. J'ai mon t-shirt NWO avec la boule de billard 6 derrière. Et, euh, et voilà, mais DX aussi. DX, je l'avais commandé pour Ichtou. Je lui ai offert pour son 19e anniversaire, en 99. Je lui ai commandé un t-shirt DX qui est arrivé à temps. Alors qu'Amazon n'existait pas, il est quand même arrivé à temps pour son anniversaire. Mais donc voilà, plutôt NWO, mais j'étais fan des deux. J'étais la cible parfaite, quoi. J'étais le vieil adolescent, jeune adulte. Enfin, voilà, la cible parfaite pour ces deux groupes. Très bien. On passe maintenant un petit peu, on revient au catch français. Et donc c'est un pseudo très bizarre, je vais essayer de le lire. Apparemment c'est Jock Neal. Jock Neal qui voudrait parler un petit peu des rencontres que tu as fait Ah, dans le catch. non, Non je mais dis ça va. Oh, oui. non mais c'est écrit avec des lettres de l'espace. Je te montrerai, ce n'est pas écrit en fait avec un alphabet humain. Donc il nous parle un petit peu d'abord du catch français. Il voudrait savoir quelle a été ta meilleure rencontre dans le catch français. Tout simplement déjà pour commencer. Je pense que Booster et la création de la ICWA, quoi. Après, c'est une rencontre par Internet, comme ça se fait aujourd'hui, mais ça se faisait un peu moins à l'époque. Mais oui, évidemment, si on ne s'était pas contacté sur les réseaux et si on n'avait pas, excusez-moi, lancé ce projet de fédération en France et ensemble, ma vie aurait été très différente, comme je l'expliquais tout à l'heure, quoi. Ça m'a permis vraiment d'apprendre le métier et de vivre mes premiers rêves de fan de catch, quoi, d'être dans les vestiaires, d'organiser la chose, de comprendre un peu mieux, en réalité, de faire en même temps que j'apprenais, quoi, puisque tout était nouveau. Donc évidemment, on a commis des erreurs, mais voilà, c'était des moments privilégiés de pouvoir d'être sur la route, tu vois, de vivre son moment catch, de faire les 300 bornes sur la route, de démonter le ring, monter le ring, enfin voilà. Après, je veux dire, les autres personnes que j'ai pu croiser à la ICWA, si peut-être faisaient-ils référence aux catcheurs plus particulièrement, j'en ai pas forcément en tête parce que franchement, à part au début, comme je l'ai expliqué dans les premiers épisodes de La Cloche, où c'était un peu compliqué parce que les mecs, notamment du côté de l'Autriche ou l'Allemagne, n'avaient pas beaucoup de respect pour moi et me faisaient vivre un peu un enfer. Ensuite, tout se passait très bien et c'était vraiment exceptionnel, quoi. Donc justement, par rapport à l'ICWA, je voulais juste éclaircir quelques petites choses parce Éclair- que comme on n'en a pas bien parlé, on l'a pas précisé dans la cloche en fait, du coup certains fans ne sont pas au courant, mais il faut savoir que petit à petit tu as dû t'éloigner de la structure. Donc Oui, est-ce que tu peux, aujourd'hui, voilà, juste nous dire en fait vers quand c'est arrivé et quelle est la situation actuelle? quelle est la situation actuelle? Alors écoutez, du côté du Nord, mais tout se passe bien. Non, j'ai dû m'en éloigner tout simplement pour des raisons professionnelles parce que ça devenait compliqué d'être commentateur de la WWE et le week-end commenter les shows de la ICWA. C'était pas forcément au goût de ma direction à la fois française et de nos amis américains. Donc quand exactement, je ne sais plus trop, mais ça fait déjà pas mal d'années. Donc, j'ai dû effectivement arrêter toute collaboration avec la ICWA. Pendant quelques années, je revenais quand même pour Révolution parce que vraiment, j'adore commenter du catch. Donc, je revenais une fois par an pour Révolution et parfois deux fois par an pour le show Handy Catch, qui est un show bénévole ou pour aider des associations. Et parce que voilà, j'aimais trop ça, donc j'avais envie une fois par an de le faire. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire contractuellement et donc je n'ai plus de rapport professionnel avec la ICWA. D'accord. Juste pour préciser en fait à certaines personnes, parce que des gens avaient dit dans les commentaires qu'ils ont acheté du coup des places pour les prochains shows ICWA et ils se demandaient si tu étais présent. Donc du coup on leur précise que non, tu ne seras pas sur place, mais par contre bien entendu soutenez la ICWA et soutenez le catch français malgré tout. Oui, oui, et évidemment pas que la ICWA, enfin, West Catch.
je connais bien leurs dirigeants aussi parce qu'ils ont catché à la ICWA. Après, je connais beaucoup moins les autres fédérations qui sont en train de se créer parce que c'est une nouvelle génération finalement. Mais voilà, moi je l'ai toujours dit autant que je pouvais au début des commentaires quand on était quand même un petit peu plus libre à la WCW ou autre. Aller voir du catch en France, aller dans les salles, même si évidemment parfois le niveau n'est pas aussi incroyable qu'un au show de la WWE, évidemment, mais on tombe sur des pépites. Et puis, je parle de ma propre expérience, quoi. Moi, je ne pouvais pas au début aller en France voir des shows de catch en France parce qu'il n'y en avait pas, ou en tout cas pas autant que maintenant. Donc, j'allais en Allemagne, mais j'allais voir des shows complètement à la fois pourris et puis d'autres incroyables. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai vu Samoa Joe dans une salle de 40 ou 50 personnes, quoi. Donc, allez dans les shows, déplacez-vous et vous allez peut-être tomber parfois sur des mecs incroyables. Et même s'il n'y a qu'un seul match fou dans la soirée, bah, vous aurez vu votre match. Et puis même si les matchs ne sont pas géniaux, bah, amusez-vous, criez, chantez, enfin, faites-vous plaisir, parce que c'est ça le catch finalement. C'est ça le catch. Donc, Et oui, oui. donc Et puis, justement, donc justement, par rapport à ça, je voulais juste citer, parce que tu m'y as fait penser, citer pour les fans français qui ne connaissent pas forcément quelques fédérations. J'en ai que quelques-unes en tête, je les connais pas tous. Mais donc, comme tu l'as dit, souvent dans le... Pardon? Toutes. oui, Mais donc, comme tu l'as dit, parfois dans l'Ouest, donc il y a West Catch. oui. Dans le Nord, il y a souvent la ICWA qui fait les shows. À Paris, on a notamment APC, l'APC qui Oui, est une bonne bien structure. sûr. J'ai travaillé aussi à la PC, hein. C'était Bah voilà. un de mes plaisirs et j'adore la direction de la PC. Voilà, une fois de plus, j'ai oublié le nom. J'espère qu'il ne va pas me casser la figure parce que le monsieur est quand même assez baraqué. Un ancien boxeur. Mais bon, bref, la PC, évidemment, en plus, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Ils organisent vraiment des choses vraiment beaucoup plus pro que ce qui se passait avant. Et c'était déjà vraiment sympa avant, quoi. Et donc, oui, j'y ai pas pensé tout de suite, mais évidemment, la PC au studio Génie à la Défense, je crois tous les 2 3 mois. Bah, je me demande même si là, ces derniers temps, ils n'avaient pas un show mensuel. Mais oui, la PC fonctionne super bien. Et ensuite, bon, dans le sud, je m'y connais un petit peu moins. Mais maintenant, il y a Tom Laroufa qui essaie de faire bouger les choses à Nice. Donc, tous Ouais. les 3 4 mois, vous allez avoir la nuit du catch. Malheureusement, Bon, là, à cause de la situation actuelle, ça a dû être repoussé. Mais ça aura lieu plus tard dans l'année. Et à côté de ça, là, c'est toi qui devras m'aider. Je sais qu'il y a du catch à Béziers. L'association biterroise de catch. Je ne veux pas dire de visage. Donc voilà. ouais, la PC Catch, ou... ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a l'ABC dans le sud et la PC à Paris. Mais n'hésitez pas à chercher un petit peu ces fédérations en ligne pour ceux qui sont dans ces zones, parce que dans les prochains mois, une fois que la situation sera calmée, ben, vous pourrez aller voir des shows de catch français qui valent le coup. Tout à fait. Oui, oui. Et puis voilà, même si la fédération n'est pas connue, parce que c'est pareil. Au début, moi, la première fois que j'ai rencontré Booster dans la vraie vie, hein, comme on dit aujourd'hui, et que je disais déjà à l'époque, et Chéro, il me disait, mais c'est quoi la vraie vie? Ben, c'est la différence entre Internet et la vraie vie. Mais c'est quoi la vraie vie? Eh ben, c'est la différence entre Internet et la vraie vie. Mais voilà, non. Donc, oui, la première fois que moi j'ai rencontré Booster, il était booké sur un minuscule show. Je crois que je l'avais dit une fois dans la cloche, ou je crois que je te l'avais dit peut-être hors caméra, mais un minuscule show dans le Nord. Et Booster m'avait fait venir dans les vestiaires. Et puis le promoteur était venu, il m'a dit alors, t'es content d'être dans les vestiaires? Et moi, bon, j'ai dit oui, bien sûr, mais une semaine avant, j'étais dans les vestiaires de la WCW, tu vois. Donc, Euh, j'ai pas voulu blesser le monsieur, lui faire mal au cœur en lui disant oui, bon, excuse-moi, mais j'ai déjà vu un petit peu plus gros et un petit peu mieux organisé. Mais enfin, non, d'ailleurs, non, c'était tout aussi bien organisé chez monsieur, oui, chez ce monsieur dans le Nord qu'à la WCW. Et si je dis le monsieur dans le Nord, c'est à la fois évidemment parce que j'ai oublié son prénom, mais enfin, pour ceux qui croient, qui pourraient penser que j'ai une bisbille avec ce monsieur ou quoi, non, pas du tout, hein, mais comme ça se fait beaucoup dans le Nord, en fait, il y a encore des anciens qui font 2 3 shows par an. Ils ont un ring, ils ont 3 4 catcheurs qu'ils connaissent, et puis ils organisent un petit show comme ça, mais dont personne n'entendra jamais parler, si ce n'est les gens sur place, quoi. Donc voilà, je ne me souviens absolument plus du nom, mais je me souviens d'un catcheur qui avait pris son nom, il avait pris le nom de sa caravane. Donc le modèle de sa caravane, c'était son nom de catcheur. Pourquoi pas? Ah ouais. C'est une gimmick, c'est une Ben, gimmick. c'est gimmick. Et il s'appelait pas Caravan Man, hein, mais voilà, peu comme si le mec il vient dans le ring. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Renault Espace.
Bah, pour un sponsoring, ça pourrait être pas mal, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, si tu veux des procès aux fesses, oui, mais Non, mais j'imagine que tu as dû voir un petit peu, ben, c'est ça, après avoir fait le tour du circuit français, tu dois en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. c'est Ju vrai. Mais c'est aussi ça qui est cool. C'est clair Justement, d'avoir pu faire les 2, quoi. on parle beaucoup des bons côtés, mais que ce soit en France ou avec la WWE, avec la WCW, beaucoup de fans, dont Vincentil, nous demandent: «Raconte-nous une interview, qui s'est mal passée». Une interview qui s'est mal passée ou alors où c'était tendu ou alors si où le catcheur n'a pas forcément joué le jeu. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça? Bah, franchement, non, pas vraiment. En récent, mais ça s'est pas mal passé du tout, mais on avait eu Charlotte qui, c'était, il y a pas mal de temps déjà pour un SummerSlam, je crois, mais je suis même plus sûr, qui était un petit peu timide. Mais, mais après, ça peut arriver, voilà, qu'au début, les superstars sont un peu, surprises parce qu'évidemment, elles sont pas forcément habituées à être, interviewées par, 2 glandus comme nous. Donc, ça peut évidemment surprendre et puis c'est vrai que Philippe et moi, on a une telle, alchimie, on rebondit tellement vite l'un avec l'autre, truc qu'elle avait été un petit peu timide au début et c'est vrai qu'on s'était dit: «Ah ben, elle est quand même impressionnante dans les émissions Raw et SmackDown parce que visiblement sa personnalité est tout autre. Elle Mmh. est, visiblement c'est une personne, un peu plus, timide et effacée qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais finalement quelques mois après ou années après, on l'avait eue à Londres pour un événement Touquet, sur un Facebook Live et elle avait été exceptionnelle, quoi. D'ailleurs, les Américains avaient repris un passage où moi je lui disais que Becky allait la battre et tout ça. C'était en plein pendant cette, rivalité-là. Il y a la photo sur Instagram où elle me fait comme ça et moi je regarde par terre et elle avait été vraiment géniale et elle avait, adoré passer ce moment avec nous. Elle nous l'a dit et elle est venue nous voir après et tout et nous on avait adoré, vivre ça avec elle parce qu'effectivement, au début, ça commençait tout détente et tout et puis quand elle voyait que moi j'essayais un petit peu de jouer mon méchant et ben, elle a très vite repris, le lead comme on dit maintenant, c'est-à-dire la direction en quelque sorte de l'interview et elle me regardait droit dans les yeux et je flippais un peu quoi, même si je savais parfaitement que ça faisait partie du show. Mais, elle, voilà, elle avait énormément de personnalité donc peut-être que ce jour-là, elle était un petit peu, fatiguée mais au niveau mauvaise expérience ou mec qui veut pas jouer le jeu, franchement, j'ai pas de j'ai pas d'exemple, et c'est même pas pour mentir, quoi. Les superstars de la WWE, en général, soit, on les a en interview dans des moments d'interview et là, la WWE, elle envoie en général, des gens qui savent faire ou c'est vrai parfois, des superstars un peu plus jeunes parce que, ben, les superstars, un peu plus accomplies, elles les laissent un peu plus tranquilles, elles laissent plus se reposer. Puis ça permet d'entraîner les superstars plus jeunes à l'étranger, hein. C'est un petit peu comme les tournées, en province pour les humoristes ou les pièces de théâtre et mais en général, elles ont envie, ça les amuse et c'est franchement, c'est très rare. Enfin, moi, je vois ouais, pour le coup, j'ai pas particulièrement de souvenirs, à part, je l'avais dit dans la cloche, Sean O'Haire, le regretté Mmh. Sean O'Haire, qui effectivement, mais c'était à la WCW et le mec avait fait la gueule, pendant 2 minutes. Il répondait «yes», «no» à toutes nos questions et puis voilà, c'était fini. Mais sinon, à la WWE, non, les mecs, ils viennent, ils sont contents de faire et puis je peux te dire que, justement, quand c'est des interviews, à WrestleMania ou au Royal Rumble, on est dans une grande salle et puis sur les 4 murs de la salle, il y a, des petits bouts qui sont, assignés à chaque média et les superstars, elles vont d'un à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ça leur dure pour nous, c'est 3 heures de boulot. Pour elles, c'est 2 heures de passage, de chaque média à chaque média et elles sont obligées, d'avoir la pêche pour tout le monde. Après, tout le monde n'a évidemment pas, heu, la même manière de faire que nous, hein. En général, on est d'ailleurs un petit peu, les gens nous regardent, hein, dans les autres médias et parfois avec un petit peu de: «Ah ouais, bah, c'est pas si mal», enfin, le côté énergique et puis parfois on nous juge, je le sens bien. Mais voilà, non, donc non, c'est voilà. Je dis beaucoup voilà, je crois.
Mais après, c'est pas illogique dans le sens où les catcheurs qui sont à la WWE représentent la fédération partout où ils vont. C'est le boulot. Non, je disais, c'est le boulot, Oui, ils sont là pour ça. Alors certains le font naturellement, il y en a qui adorent ça. Rousseff adore ça, Titus O'Neill adore ça, il aime R-Truth. R-Truth, c'est un fou. Vraiment, pas besoin de quoi que ce soit. Tu allumes le micro et boum, c'est parti. Titus O'Neill aussi, Rousseff également. Et puis d'autres, peut-être qu'ils adorent pas, mais ils vont pas le montrer parce que c'est leur travail et que ça fait partie du truc, quoi. bien sûr. Justement, par rapport aux interviews, on a une question de Axel. Axel de WWE Fan France, qui nous Vraiment. demande, bonjour Axel, si tu devais choisir une seule interview réalisée avec une superstar, ce serait laquelle et pourquoi? Dans mon cœur, ça sera évidemment, je pense toujours Ric Flair à la WCW parce que c'était la première fois que je rencontrais une telle légende et parce que j'étais seul à ses côtés et parce que, comme je l'ai dit dans la cloche à la fin de l'interview, il dit oui, when I go in Paris, I go out with my friend Christophe et que j'ai ce petit truc. Oh, il a dit mon nom. Et oui, bah ouais, il parle de moi, il parle de moi. Donc oui, mais après franchement, il y a Stephanie McMahon aussi où c'était vraiment un honneur de pouvoir échanger avec elle. Il y a Rousseff que je citais tout à l'heure parce que voilà, de faire une interview et de montrer ses poils de torse pour que Rousseff nous juge. Est-ce que toi, t'es un vrai homme? Moi, j'étais un vrai homme parce que j'avais des poils de torse et Philippe, qui pourtant a plus de cheveux sur la tête que moi, mais elle n'a pas trop de poils de torse, n'était pas un vrai homme pour Rousseff. Et Anderson aussi, qui chaque fois qu'on les croise, et eux font partie de ces mecs qui, dans les vestiaires, s'ils nous voient, ils viennent direct nous dire bonjour. Vraiment, visiblement, ils passent de bons moments avec nous, donc ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc voilà, pour différentes raisons, c'est superstar, mais il y a aussi Nia Jax, il y a aussi même Hulk Hogan que j'ai eu l'occasion d'interviewer une fois avant WrestleMania à Santa Clara. Voilà, il y en a beaucoup et certainement que j'en oublie. Becky Lynch aussi, parce que c'est pareil, elle fait partie de ceux qui nous font beaucoup, même s'ils n'ont pas d'interview avec nous, qui nous demandent comment ça va, et puis elle est toujours contente. Et D'accord, donc ça pour la peine, c'est quelque chose, moi-même, je n'ai pas encore vu la vidéo. Tu as eu également l'occasion d'interviewer Hulk Hogan. oui, 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 c'était dans les catch-off d'avant WrestleMania 31 à Santa Clara, en Californie. Ah, C'est ça? je me souviens plus des villes, moi, je t'avoue. Maintenant, j'ai un doute. Mais oui, peut-être. Enfin voilà, avant WrestleMania 31, c'était à San Francisco en Californie. On avait eu la chance d'interviewer et c'était une énorme matinée d'interview parce qu'on a eu Roman Reigns, Hulk Hogan, Stephanie McMahon, les Bella Twins et peut-être aussi Daniel Bryan, mais ça je suis plus sûr. Enfin voilà, quand même Ouh là du là lourd. là là. Ouais, du très très lourd. Alors, on continue avec une question toujours de Aurélien, cette fois-ci de. Catch Power! On l'embrasse, Catch Mais Power bien également. sûr, Alors, on on... embrasse tout le monde, hein, évidemment, hein, mais là, on les bien connaît entendu. personnellement, donc ça permet de leur faire un petit bisou. Aurélien qui nous pose une question en fait par rapport au regret. Il demande quel est ton plus gros regret dans le catch? Bah, pas facile, parce que honnêtement, en ce moment, de ne plus commenter les pay-per-view, parce Ouais. que évidemment, ça me fend le cœur, comme on dirait Pagnol. Mais sinon, comme tout le monde, hein, pardon, c'est le coca qui commence à remonter. J'ai des regrets aussi un peu dans ma vie ou autre, des choses que j'aurais sans doute fait différemment ou truc, mais j'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets qui me viennent comme ça à l'esprit parce que pour moi, le plus important, c'est qu'après 20 ans, je m'entende toujours avec Philippe, qu'après 20 ans, euh, les téléspectateurs soient toujours aussi gentils avec moi. J'ai pas l'impression enfin voilà, d'avoir trahi qui que ce soit. Donc j'ai pas vraiment de regrets comme ça qui me viennent à l'esprit, de but en blanc. Et voilà, de ne plus commenter les pay-per-view, mais c'est pas quelque chose que je peux changer, donc
voilà, évidemment que ça me touche encore, mais je vis avec. Justement, par rapport à ça, une autre question qui est beaucoup apparue dans les commentaires. Est-ce que tu as j'y avais déjà répondu dans les news, mais je te laisse répondre parce que les gens te croiront plus. Est-ce que tu as quelconque mise à jour par rapport au pay-per-view en France, le retour des pay-per-view et cetera? Absolument aucune. C'est Désolé. Vous imaginez bien, comme je viens de l'évoquer, que j'aimerais bien pouvoir vous dire: «Ah oui, on ne sait jamais, tout ça», mais non. Pour l'instant, c'est en exclusivité sur le WWE Network avec le code AJU. Vous avez droit à 0% de réduction. Et voilà, c'est en exclusivité sur le WWE Network et c'est commenté par mes camarades Raymond Rougeau et Jean Brassard, que j'embrasse également. On continue avec une question de L. Pierinoil. Une question un petit peu, vague, mais donc il va falloir que tu cherches dans ta mémoire. C'est quoi le meilleur ou le plus beau souvenir d'un match que tu as commenté lors d'un pay-per-view? Un match où vraiment tu t'es dit en direct. Un match où vraiment tu t'es dit: «Waouh, quoi, là je viens de commenter quelque chose» où tu as ressenti en fait que c'était historique, quoi. Ah bah, Taker! l'Undertaker Brock Ah bien ah, sûr. bien sûr, bah oui, évidemment, bah, parce que, c'est quand même c'était un retentissement, gigantesque, dans le monde du catch et j'étais aux premières loges et voilà, oui, enfin, il a fallu, de longues minutes après, je crois que ça avait enchaîné par la bataille royale féminine. Enfin, pas une bataille royale, c'était, je crois, Edge Ellie qui défendait son titre contre toutes les, superstars féminines de la WWE. J'ai quand même eu un moment sympa juste après parce que ma doudou, Vicky Guerrero, était venue à notre table et m'avait fait un petit coucou, un petit clin d'œil où je me suis senti quand même au grand désarroi de Marcelo Rodriguez. C'est ça le commentateur Oui. hispanique de qui lui aussi, on ne le savait pas, mais on avait la même gimmick. Lui aussi, en Ah! version espagnole, disait: «Je suis amoureux de Vicky Guerrero». Il disait pas: «C'est ma doudou», mais il lui donnait aussi des petits noms, et quand on l'a découvert, bah, on en a fait aussi une petite gimmick sur, internet en faisant la guerre pour Vicky. Bah, il avait évidemment l'avantage que lui est comme elle, est d'origine hispanique, qu'il se voyait beaucoup plus souvent que moi, donc il se prenait souvent en photo, dans les pay-per-view où moi j'étais pas avec elle et il m'a envoyé la photo en me disant: «Ouais, ouais», comme ça, juste pour le plaisir, même pas pour la diffuser sur les réseaux. Mais donc non, voilà, le match Undertaker-Brock Lesnar, bien sûr, mais après, même les débuts d'AJ Styles, ça a été Waouh! exceptionnel de vivre ça sur place voilà. Mais bon, principalement, bien sûr, Undertaker-Brock Lesnar, ce match historique où l'Undertaker perd évidemment pour la première fois à WrestleMania. Petite question aussi que je n'avais pas notée, mais qui est intéressante. Par rapport au début des J-Styles, par exemple, ou à la défaite de The Undertaker, les fans voulaient savoir, vous, en tant que commentateur, vous n'étiez pas au courant? Absolument pas. Absolument pas. Absolument. Non, 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 bien sûr que non. Je peux pas vous certifier, par exemple, qu'un Michael Cole n'était pas au courant parce que, vu son niveau d'importance à la WWE, il l'est peut-être dans ce genre de confidence, mais je suis même pas sûr. Je crois que, j'en avais parlé avec lui et pour, pas forcément pour ça en particulier, mais, pour la préparation, je lui demandais parce que c'est vrai qu'il a souvent des phrases, extrêmement bien sorties au bon moment et je lui demandais si c'était de l'impro ou si il écrivait et il me disait, il m'avait dit que non, il écrivait beaucoup de phrases, pas par exemple autant qu'un Mauro Ranallo, que j'ai pu voir travailler un après-midi entier à SmackDown devant un ordi. Il va chercher moult références culturelles, il va écrire tout sur un ordi, il a plein de fiches, un peu comme Yohan Ryu par exemple, qui commente beaucoup de choses sur la chaîne Équipe et qui a été dans Danse avec les stars, que j'ai vu travailler aussi, qui va rentrer en cabine avec des papiers partout. C'est vrai que Philippe et moi, on est un peu moins dans ce style-là. C'est pas forcément par fainéantise, peut-être un peu, mais c'est aussi parce que notre côté, notre côté est beaucoup dans l'impro, quoi, et que mais ça m'est arrivé aussi d'écrire, de préparer, d'aller chercher des phrases, de trouver des phrases dans ma tête. Souvent, les voyages en train me permettent de chercher un peu par rapport à une personne, une superstar, essayer de trouver quelque chose que je pourrais utiliser. Parfois, ça me vient comme ça. En ce moment, il y a Drogoulag. Chaque fois qu'il y a Drogoulag, je chante Bambino de Dalida.
Ça fait Drogulak, Drogulak. Quand il frappe, il met des claques, Drogulak, Drogulak. Bon, bah ça m'est sorti une fois et j'ai vu que les gens aimaient bien. Et puis c'est vrai que enfin, voilà, je trouve que c'est stupide, mais ça permet bêtement, je me dis que ça permet aux gens en fait de repenser à Drogulak, même quand ils regardent pas du catch. Ça leur vient à l'esprit, et puis donc ils pensent à Drogulak, et puis donc ça fait vivre un peu le personnage hors du catch. Mais donc voilà, nous on est au courant de rien. Donc pour en revenir à Michael Cole, et ça a été important pour la suite après l'Undertaker Brock Lesnar, parce que pour ce match-là, moi bêtement, mais vraiment bêtement et naïvement, je m'étais préparé à une victoire du Taker. Donc ça m'a totalement, et c'est ce qui rend peut-être aussi le moment fort, mais ça m'a totalement coupé en quelque sorte les ailes que le Brock Lesnar gagne. Et Michael Cole m'avait confié que lui, il préparait pas des milliers de phrases, mais il se préparait aux 2, 3 résultats possibles. Enfin, en général, 2 victoires de quelqu'un ou victoire de l'autre personne. Et donc, dans ce cadre-là, pour les grands combats, il essayait d'avoir des formules au cas de victoire, par exemple, là, dans ce cas-là, du Taker, ou là, en ce cas-là, la victoire de Brock Lesnar. Et quand on voit le match, 1, 2, 3, Michael Cole, il dit direct, je crois, The streak is over, ou The streak has ended. Ça peut être l'air de rien comme ça, mais il est possible qu'il ait écrit en amont, parce que, oui, dit comme ça, on se dit, bah oui, non, mais il l'a improvisé. Mais on le voit, Ali, tu le vois quand on discute comme ça, ou quand des jeunes commentateurs tentent l'expérience de commenter, parfois on est très facile pour la discussion dans la vie, mais dès que le micro est allumé, votre cerveau, il marche plus pareil. Il y a la pression, il y a le fait de pas faire de faute de français, de sortir les bons mots, les bonnes expressions, et vous perdez vos moyens sans même vous en rendre compte forcément. Et donc voilà, cette phrase toute simple de Michael Cole, je crois que je lui ai même posé la question. Je lui avais dit, bah, est-ce que tu l'avais écrite avant? Et il m'avait dit, bah, je m'étais préparé aux 2 résultats, quoi. Et donc Ah. c'est quelque chose que j'ai mis pour lequel je me suis préparé après pour les pay-per-view, sans forcément parfois toujours écrire des phrases, mais souvent dans les trajets en train, voilà, j'ai 2 heures devant moi, bah, je me prépare psychologiquement et mentalement à commenter le show et à me dire qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit si ce scénario arrive, si ce scénario arrive. Voilà. Non, mais tu as bien raison. Je veux dire, voilà, Michael Cole est une mine d'or au niveau conseil, etc., je pense. Ah oui, oui, non, mais c'est un immense professionnel, hein. Bien sûr. Vraiment, c'est pareil, c'est quelqu'un qui bosse, qui travaille énormément et qui est extrêmement et à juste titre respecté du côté de la WWE. On va finir avec, Déjà? déjà, parce que ça fait 1h05, on Oh, va, on va finir avec un top 10 un petit peu à la Combini. Donc c'est Emeric Bognar qui m'a envoyé 10 questions. Tu sais ce que c'est à la Combini? C'est X ou Y. En gros, je te propose 2 choix à chaque fois. Tu dois me dire quel est oui, ton préféré. pas 39 piges, mais je regarde quand même des vidéos sur Facebook. Donc, à toi de dire si tu veux développer derrière ou pas. On commence avec Raw ou SmackDown. SmackDown. Parce que pour moi, ça a toujours été le show où il y avait plus de matchs, des matchs plus longs. Et puis c'est catch attack, quoi. SmackDown, c'est catch attack. Même si Raw, c'est le show numéro 1 le plus ancien. Mais voilà, pour moi, je préfère quand même SmackDown. Royal Rumble ou SummerSlam? Royal Rumble, clairement. Et j'avais vu, d'ailleurs, pour répondre également à une question que j'ai vue passer moi, parmi les centaines de questions qui sont passées, s'il y avait un seul show par année que je pouvais commenter hors WrestleMania, ça serait Royal Rumble. TLC match ou Last Man Standing match? TLC. J'ai toujours préféré les matchs de l'échelle. J'adore les matchs de l'échelle. Et c'est pareil, j'ai vu le premier de l'histoire de la WWE sur Canal+. Les Américains n'ont pas eu la chance de le voir. Nous, on avait ce match Shawn Michaels, Bret Hart. Celui-là, je crois que je l'ai encore dans une de mes cassettes vidéo, commenté par Guy Auré et Édouard Carpentier. Et même si c'est pas un match incroyable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, bien sûr, enfin voilà, les matchs de l'échelle. Commenter uniquement les shows hebdomadaires ou uniquement les pay-per-view? Ah, bah, ça dépend. Est-ce que je suis payé pareil? Ah oui, tout est une question d'argent, vous savez.
Peut-être les pay-per-view, même si, non, mais en vrai, j'adore commenter les shows hebdomadaires, mais c'est vrai que j'ai évidemment l'impression de voir c'est écrit dans les pay-per-view et que j'aime bien pouvoir raconter l'histoire, quoi. Mais je suis très heureux de pouvoir commenter même 2 fois les shows hebdomadaires. John Cena ou The Rock? Je suis de la génération rock. Je l'ai vu débuter en Rocky Maivia au Survivor Series 96 sur Canal+. J'ai aussi eu la chance d'interviewer John Cena plusieurs fois, mais voilà, on l'a raconté dans la cloche, l'interview au Georges V, et de le voir grandir au cinéma, de le voir grandir dans le catch, enfin, ça a été un sacré ride, comme on dit, un sacré journey, comme on dit aux États-Unis, quoi. Vraiment, c'était un bonheur de pouvoir vivre, même, mais celle de Cena aussi, hein. Mais voilà, je suis de la génération The Rock. Stone Cold ou CM Punk? Bah, même réponse, Stone Cold. Je suis de la génération Stone Cold et c'est pareil, moi, Stone Cold, même si j'ai pas pu suivre sa WCW et ECW autant, au moment même où elle se déroulait, j'ai eu vraiment l'occasion de revivre tout grâce à des cassettes vidéo à l'époque qu'on commandait avec mon ami Naniwa. Donc, alors que CM Punk, moi, je connaissais beaucoup moins la Ring of Honor ou la IW à Mid-South. Donc, j'ai vraiment découvert le CM Punk à la ECW. Donc, la ECW version WWE. Mais voilà, moi, c'est plutôt évidemment Stone Cold. Et on va finir avec un dilemme parce que là, c'est la même période. Dudley Boys ou Hardy Boys? Ah, les Dudley Boys. Les Dudley Boys, parce que j'étais évidemment un fan de la ECW et que ça a été exceptionnel. Moi, c'est un des premiers matchs. Je crois que c'est Barley Legal qui s'ouvre le premier pay-per-view de l'histoire de la ECW, dont on a déjà parlé dans la cloche, que j'ai eu l'honneur et la chance de commenter pour la version DVD qui était sortie avec One Night Stand en double DVD. Et je crois que si je ne me trompe pas, oui, Barley Legal s'ouvre par Dudley Boys contre Eliminator. Exact, Oui, ouais. les Eliminators. Non, pas Eliminators. Si, Cronus Saturne. Ouais, mais il s'appelait pas. Il s'appelait Eliminators maintenant, j'ai un doute. Ça Ouais, je s'appelait crois. pas les Pitbulls? Non, Non, les les Pitbulls, Pitbulls, c'est c'est d'autres le autres. 1 et le 2, bien sûr. Évidemment, pardon. Mais oui, ça s'ouvre sur ce match et ça fait partie de ces matchs que je montrais à des potes pour leur dire: oh, putain, regardez ce que c'est que ce truc! Ils font pas de changement, ils sautent dans tous les sens. Après, quand on voit le match quelques années plus tard, bon, c'est vraiment un peu du bazar. Mais pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi la carrière des Dudleys à la ECW puis à la WWE, j'ai une petite préférence pour les Hardy Boys. Mais après, les Hardy Boys sont exceptionnels, tout comme CM Punk tout à l'heure ou John Cena, quoi. Bien entendu, bien entendu. Bon bah Mais on écoute, entend. je pense que nous avons fait le tour pour la clochette numéro un. Oh, mais il y Donc, en aura d'autres. ben Après, c'est ça. j'ai monopolisé la discussion, hein. Je suis désolé. Ah non, mais c'est l'objectif. Finalement, bon, bah, ok. Parce que ça serait bien que tu donnes aussi un peu ton avis, mon cher Ali. Ah, tu sais, je n'ai pas un avis très intéressant en général sur quoi que ce soit. Bah, le Donc, mec qui a une le chaîne. mec qui dit ça, il parle tous les jours. Voilà, le gars qui donne son avis tous les jours n'a pas d'avis. Eh ben voilà Donc, ce ne que c'est votre regardez pas avis. ma chaîne, du coup. Ouvrez les yeux, mesdames et messieurs. Là, il vient de s'auto-fumer tout seul, quoi. Donc, bon, quoi qu'il se passe, de toute manière, on a au moins 2 semaines de confinement, si j'ai bien compris. Donc, Ouais. il y aura au minimum 2 FAQ. On continuera la semaine prochaine avec une deuxième FAQ. Comme Christophe l'a dit, la semaine prochaine, on aura peut-être même le temps d'en tourner 2, si jamais on arrive à caler ça. Ça te va. Parce que moi, j'ai pas de chaîne YouTube à faire vivre. D'ailleurs, pour répondre à une question aussi, quelqu'un demandait si je voulais faire plus de contenu sur la chaîne. Je serais ravi, mais pour l'instant, je n'ai absolument aucun matériel. Vous le voyez d'ailleurs par la qualité de cet échange, où on a été obligé de passer par Skype à cause de mon iPad, parce que j'ai rien, moi, pour me filmer. Je n'ai rien. Donc, je vais essayer de me, comment dire, de m'équiper. Et oui, j'aimerais faire d'autres choses, même si ce sera forcément des vidéos moins longues qu'avec Ali, mais j'aimerais bien partager d'une manière différente, comme quelqu'un me l'a suggéré, des reviews d'anciens shows, des choses, voilà, à la fois simples, mais avec, où je pourrais une nouvelle fois partager ma petite passion. Bah, n'hésitez pas justement à laisser donc dans les commentaires maintenant des questions pour la semaine prochaine. C'est à vous de poser
toutes les questions que vous avez en tête, que vous rêvez de poser à Christophe, que vous n'avez jamais pu poser. Et il y répondra sans tabou. Sans tabou. Sans tabou, sans tabou, mais avec Goldberg. Mais Oldberg. Pour info, on ne l'appelle plus Goldberg, on l'appelle Oldberg. Oh, le pauvre. C'est des petits, comment ça s'appelle, des petits lapsus qui ont été faits durant un live sur Catch Club la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui a appelé Goldberg Oldberg sans faire exprès. Et moi, je t'avoue qu'à un moment, en parlant de Vince McMahon, je souhaitais dire qu'il était bien entouré. Et sans faire exprès, j'ai dit qu'il était bien enterré. Ah bah, bravo, je ne cautionne pas ces paroles, monsieur McMahon. C'est bien Ali de Catch Club qui s'est exprimé. Ah non, mais en plus, je suis un des. C'est une de mes idoles, on va dire, monsieur McMahon. Donc, mon Christophe, je te souhaite de faire attention à ta santé, de bien rester safe, rester chez toi. On ne sort pas, on ne prend pas de risques. On dit ça à tous les fans également. Ne sortez pas, ne prenez pas de risques, s'il vous plaît, pour que cette période puisse se terminer aussi rapidement que possible et qu'on puisse Bah ouais. reprendre une vie normale. Et puis voilà, je te laisse conclure l'émission et je te dis à la semaine prochaine. Déjà, je te remercie Ali. Je vous remercie également pour toutes les questions. Comme l'a dit Ali, vous pouvez continuer à en envoyer. Peut-être que, évidemment, on reviendra sur des questions qu'il n'a pas pu poser durant cette première heure dans le prochain épisode de La Clochette. Je pense qu'on va garder ce nom alors, La Clochette. Why Et not? puis, effectivement, j'espère que la qualité ne vous aura pas trop dérangé. Et on se retrouve très vite. On essaiera d'en faire le plus possible. Hein, mon cher Ali, je sais que ça te prend du temps et je sais que tu as d'autres choses à faire, mais moi, je trouve ça sympa et puis ça permet comme ça de discuter entre nous, tous ensemble, chacun de son côté. Donc, mais comme l'a dit Ali, prenez soin de vous, soyez sérieux et puis profitez de ces moments pour vous amuser et puis pour partager avec vos potes la technologie. Imagine Ali quand même si ça était arrivé dans les années 90 ou dans les années 80, on avait 6 chaînes de télé, pas d'internet. Enfin, voilà, à l'époque, ça s'appelait les vacances d'été pour moi. Le confinement, parce que j'étais tout seul chez moi, souvent par ma volonté, parce que je disais à ma maman, pars en vacances, moi, je vais rester à la maison à regarder mes cassettes de catch toute la journée, et c'est ce que je faisais. Mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous, et puis merci encore une fois de toutes vos questions et de toute votre gentillesse. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bisous Ali, bisous à tous. Ciao tout le monde.